Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais du coup on se retrouve pour une FAQ. Donc j'ai sélectionné un peu plus de 10 questions que vous m'avez posées sur Instagram pour cette vidéo. Et du coup je vais tout simplement y répondre. Donc je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, mais n'hésite pas à te poser tranquillement, prends un truc à manger, prends un truc à boire, fais-toi kiffer. Pose-toi bien et puis c'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go. Ok, du coup on commence avec une première question donc de Lohan. Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Donc premièrement sur le court terme ce serait déjà d'obtenir mon concours. Donc pour celles et ceux qui le savent, je suis actuellement en Master 1, Master MEF pour devenir professeur de PS et je passe du coup le CAPEPS dans un an pour être prof. Voilà, donc obtenir mon concours, je pense que ce sera déjà pas mal sur le court terme. Ensuite, ce sera bien évidemment de continuer à progresser dans le street workout, donc que ce soit en endurance ou en force. Pour ce qui est du moyen terme, ce serait vraiment de développer mon audience encore plus, donc sur Insta, TikTok et bien sûr sur YouTube, et faire tout un tas de formations, donc que ce soit sur la nutrition, la préparation mentale, etc. Et du coup de consacrer davantage de temps aux réseaux sociaux et au fait d'aider les gens dans l'atteinte de leurs objectifs et aussi et surtout me développer encore plus dans ma discipline, donc un petit peu comme sur le court terme, mais aussi développer le street workout, notamment chez les filles. Ensuite, sur le court terme, ce serait du coup de vivre aisément des réseaux sociaux, donc d'avoir eu aussi des titres dans le street workout et ou d'autres disciplines, pourquoi pas, et bien évidemment être encore plus polyvalente que je ne le suis aujourd'hui. Deuxième question de Lisa, peut-on prendre en muscle lorsque l'on est une femme en pratiquant du street workout? Donc, pour commencer, si je pouvais me permettre de reformuler un petit peu cette question, je dirais plutôt, peut-on prendre en muscle en pratiquant du street workout? Parce que filles et garçons, voilà, le processus reste le même. Pour ce qui est de ma réponse, donc la réponse est oui. Pour être très honnête, c'est une question qui me trottait vachement dans la tête quand j'ai fait un petit peu ma transition de la musculation au street workout. Donc à mes débuts, j'étais clairement attachée à mon physique. J'avais atteint mon plus haut poids du corps, donc j'étais à 63 kg pour 1,59 m. J'étais en pleine prise de masse et j'avais littéralement peur de fondre, de perdre tout mon physique, toutes mes perfs en muscu, etc. Et oui, du coup, pendant ma transition, j'ai perdu du poids. Je suis passée peut-être de 63 kg à 58-57. Évidemment, je n'ai pas perdu 5 kg de muscles. Premièrement, j'ai dû perdre en masse musculaire au niveau des jambes puisque à cause du confinement, du coup, je ne pouvais plus faire les jambes puisque je n'avais plus accès à la salle de sport. Mais j'ai aussi beaucoup perdu en gras puisque je commençais à voir vraiment mes abdos beaucoup plus tracés, etc. Et comme je te l'ai dit, donc avec quasiment un an de pratique, aujourd'hui je peux affirmer que j'ai vraiment atteint mon meilleur physique donc, par rapport à ma pratique en musculation. Donc la réponse est oui, bien sûr, il n'y a pas de souci à se faire, vous prendrez en masse les filles et les garçons, même si vous faites du street workout. La troisième question, c'est supprimer les glucides, est-ce une bonne idée? Alors, je dirais que s'il n'y a pas d'objectif de compétition, c'est pour moi franchement inutile, voire même déconseillé de supprimer ces glucides de son alimentation. En faisant ça, vous pourrez rapidement développer des carences et avoir de nombreux effets néfastes comme, je sais pas, avoir des difficultés à se concentrer, de l'extrême fatigue, etc. Après un effort physique, il faut savoir qu'il est hyper important de consommer des glucides pour tout simplement faire le plein de stock de glycogène qui est la source première du coup d'énergie de vos muscles. Donc les glucides, c'est vraiment en fait le carburant principal de notre organisme et donc de nos muscles. Donc supprimer les glucides revient finalement à priver notre corps de sa principale source d'énergie. Donc très souvent en fait c'est le meilleur moyen pour créer un effet un petit peu yo-yo, c'est-à-dire on va perdre du poids sur le coup et une fois qu'on va arrêter le régime et qu'on va reprendre une alimentation équilibrée avec des glucides, des protéines et des lipides, c'est là qu'en fait on va reprendre directement du poids, voire même reprendre encore plus de poids qu'avant de commencer ce régime un petit peu sans glucides.
Et c'est vrai que à ce propos-là, j'ai vécu une expérience assez récente où en fait j'ai eu une période où je voulais être à un certain poids pour une échéance tout simplement dans ma pratique sportive. J'ai réduit mes calories vraiment mais de façon drastique, même un peu trop. Et il m'arrivait même de louper des repas, chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Et en fait c'est tout simplement parce que en fait déjà premièrement c'est le meilleur moyen pour se frustrer et de finir par craquer donc et après voilà de manger des conneries et une autre chose, c'est que tout simplement, c'est vraiment pas bon de louper de repas parce que ça peut tout simplement freiner votre perte de poids. Je m'explique. En fait, j'ai constaté que mon poids stagnait énormément du coup pendant une période, voilà, cette période-là où je voulais justement perdre du poids. Et donc, comme je te l'ai dit, je loupais des repas et j'ai décidé d'arrêter de louper des repas et de manger normalement tous mes repas à quantité moindre quand même que ce que j'avais l'habitude de manger. Et tout simplement, mon poids s'est remis à descendre. Effectivement, il faut savoir que pour certains aliments, leur digestion brûle plus de calories durant l'absorption et la digestion qu'ils en apportent eux-mêmes. Donc en gros, ça veut dire que tu consommes certains aliments et en gros, quand tu les digères, tu brûles plus de calories qu'à les manger en fait. Donc voilà, c'est génial. Du coup, pour te donner un exemple, par exemple pour 100 calories absorbées, je sais pas, pour un aliment, peu importe, tu vas utiliser 150 calories pour les digérer. Donc ça peut être des aliments comme les fruits, les yaourts, la viande maigre, etc. Enfin bref, du coup, si vous souhaitez perdre du poids, surtout ne supprimez pas vos glucides et mangez tous vos repas. Ensuite, Maëlys me demande combien de jours de repos je prends par semaine. Donc il faut savoir que je prends habituellement là, environ 2 jours de repos par semaine. Donc souvent c'est un jour de repos le mercredi et un autre jour de repos le week-end. Et à ce propos, je suis beaucoup moins fermée qu'avant dans ma planification. C'est-à-dire que je sais que j'ai tant de séances à effectuer, donc 3 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, et en fonction de ma forme, en fonction de mon emploi du temps, de mes imprévus, j'adapte tout simplement le moment où je décide de caler mes séances dans la semaine. Et personnellement, je trouve que parfois on est un peu trop strict dans notre programmation et ça peut tout simplement apparaître comme contre-productif, voire vecteur d'apparition de blessures, quoi. Donc je sais qu'avant, quand j'avais une séance de jambes prévue le jeudi, j'étais obligée de faire ma séance jambes le jeudi, malgré les imprévus, la fatigue, les courbatures, etc. Et maintenant, j'aurais tendance soit à prendre un jour de repos sur une séance où voilà, je le sens pas trop, ou alors j'ai pas trop le temps, je veux pas la bâcler, ou alors la remplacer par une séance haut du corps, ou voilà, tout simplement prendre un jour de repos et puis refaire la séance plus tard. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'aide finalement aussi à progresser dernièrement. Je pense que je suis vraiment beaucoup plus souple de ce côté-là, mais finalement c'est beaucoup plus productif et ça m'aide vraiment à progresser puisque je suis à chaque fois en forme sur mes séances et qu'il n'y a pas voilà, d'imprévus qui viennent entraver ma séance, quoi. Donc ensuite, 5e question de Lounis. Pourquoi MyProtein et pas Nutrimuscle ou Prozis? Ce n'est pas de la qualité MyProtein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser un petit peu la réponse à cette question en 2 parties. Donc, premièrement, je vais vous dire un petit peu ce qui m'a poussé déjà à accepter le partenariat avec MyProtein. Et dans un deuxième temps, pour continuer à répondre à cette question, je vais te dire pourquoi j'ai refusé d'autres partenariats pour rester chez MyProtein, tout simplement. Alors, il faut savoir déjà que j'ai commencé mon partenariat avec MyProtein en janvier 2020, donc ça fait déjà plus de 2 ans. J'ai accepté du coup un partenariat avec eux, tout simplement parce que, premièrement, c'était à cette période la seule marque que j'avais en ma connaissance qui proposait tant des compléments alimentaires que des snacks protéinés et des vêtements de sport qui me plaisaient. En tout cas, à ce stade, s'il y avait vraiment une marque avec laquelle j'aurais aimé collaborer à cette période, c'était vraiment MyProtein. Et voilà, donc j'ai accepté le partenariat, ça m'engageait en rien. Donc j'ai donc testé leurs produits sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis amplement satisfaite. Ensuite, pour ce qui est de la qualité de leurs produits, on entend souvent des on-dit, voilà, comme quoi leurs produits ne sont pas de bonne qualité, etc. Mais bizarrement, quand on demande à ces personnes si
tu veux, d'avoir des sources fiables, eh ben, les personnes sont incapables de t'en donner. Et c'est un petit peu le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit qu'un influenceur, qu'une personne qui a de la notoriété dise quelque chose sur une marque ou quoi que ce soit, ou sur une personne, pour que 90% de son audience pense que la personne a raison, sans même se renseigner personnellement. Donc pour ma part, je pense que c'est un peu comme toute chose, comme toute marque, et je ne parle pas ici forcément de même que des marques de compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Certains produits vont être médiocres en termes de qualité, et ça chez toutes les marques, d'où l'intérêt tout simplement de se renseigner, même si vous êtes sur des sites hyper connus. Je pense que vraiment le plus important, c'est de se renseigner, de lire des articles, etc., de regarder la composition. Je te donne un exemple tout simple. Imaginons, tu vas acheter de la créatine sur un site internet et dans la composition, par exemple, de la créatine, il y a tout un tas d'autres, enfin une composition, il n'y a pas que de la créatine, bah, tu peux oublier. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut être intelligent, qu'il faut se renseigner. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du rapport qualité-prix de chez MyProtein. Perso, j'ai jamais été déçue, donc il n'y a aucune raison pour moi d'aller chez une marque qui, soi-disant, propose de la meilleure qualité. En tout cas, croyez-moi que j'ai eu de nombreuses demandes de partenariat d'autres marques en concurrence directe avec MyProtein, et que si honnêtement ce que je pensais, je ne le pensais pas, j'aurais couru pour aller chercher d'autres opportunités, parce que voilà, il y en a beaucoup qui se sont offertes à moi. Ensuite, dernier point du coup pour répondre à cette question, MyProtein, pour moi, c'est un peu plus qu'un simple partenariat. Donc pour moi, c'est vraiment une équipe. J'ai pu découvrir des athlètes, j'ai pu faire des événements. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, voire peu, chez les autres marques. Et pour moi, franchement, moi, ça n'a pas de prix d'avoir un petit peu cet esprit d'équipe, etc. Donc ensuite, 6e question de Baptiste qui me demande comment tu fais pour programmer chacune de tes séances. Alors, je pense déjà que c'est une question qui mériterait un petit peu, limite, que je fasse une vidéo YouTube entière dédiée à ça. Il faut savoir que premièrement, ça va dépendre de ma période. Donc ça va dépendre si je suis en période de prépa compétition ou si je suis plutôt en période off. En tout cas, pour la répartition de ma séance, c'est à peu près tout le temps la même chose. J'ai 3 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Maintenant, pour ce qui est du déroulement de mes séances haut du corps, si je suis en prépa à compétition, je vais faire un gros focus sur les épreuves de la compétition, forcément. Donc par exemple, si c'est une compétition d'endurance, je vais mettre un petit peu plus de côté pour ce qui est du lesté, et je vais faire beaucoup de sets d'endurance. Quoi qu'il en soit, je commence toujours par mettre en fait en début de séance les mouvements sur lesquels je veux performer en priorité. Donc soit les exercices les plus sollicitants, donc par exemple des bons gros sets d'endurance, et ensuite je vais mettre un petit peu des choses secondaires. Ensuite, donc chose que je ne faisais pas forcément avant quand j'ai commencé le street workout, mais je fais du renforcement. Donc renforcement biceps, épaules, dos ou avant-bras, ça dépend un petit peu de mon humeur, de ce que je veux bosser, et j'essaye d'alterner un petit peu entre tout ça. Ensuite, si je suis en période un petit peu plus off-saison, donc quand j'ai pas forcément de compétition qui arrive prochainement, je fais à la fois de la force, à la fois de l'endurance, mais aussi de l'endurance de force. Donc c'est un format que j'adore parce que j'aime bien un petit peu tout mélanger. En général, je commence ma séance par la force. Donc par exemple, si je fais de la force sur le tirage, je vais enchaîner avec de l'endurance, mais du coup plutôt sur la poussée et inversement. Donc ensuite, 7e question de Matou, créatine, whey, etc. Est-ce vraiment utile? Je n'y connais rien. Alors, c'est une question très intéressante et qui revient un peu souvent, et la réponse est non. Il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui débutent à la salle, on va dire, ils sont limite plus investis dans le choix du meilleur pré-workout, de la meilleure whey, etc. que sur la façon de savoir s'entraîner correctement en fait. Donc les compléments, ils servent, voilà, comme d'où leur nom, à complémenter notre alimentation, mais déjà il faut savoir qu'ils ne la remplacent pas. Donc il ne faut pas oublier que progresser en musculation, c'est le résultat de nombreux facteurs, donc que ce soit l'intensité que tu vas mettre dans tes séances, ton alimentation, ton sommeil, etc.
Perso, je pense que pour les débutants, la prise de compléments alimentaires, elle est vraiment inutile. Parce que déjà, on le sait, quand on commence et qu'on n'a pas de coach, on fait un petit peu, voilà, on fait un petit peu n'importe quoi, on fait des erreurs, etc. Donc, il vaudrait mieux déjà se concentrer sur, voilà, savoir s'entraîner, savoir quelles choses à mettre en place pour bien récupérer, etc. avant de pouvoir commencer à prendre des compléments alimentaires. Surtout que lorsqu'on débute et qu'on est vraiment débutant, qu'on part de rien, la progression elle est vraiment grande. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre. Il y a un temps pour tout, mais vraiment quand on débute, je pense que c'est vraiment pas utile de prendre des compléments. Ensuite, tout dépendra aussi de votre niveau. Ça dépend si voilà, vous faites de la musculation pour le plaisir, si vous n'avez pas d'intérêt de compétition, pas d'intérêt financier ou que ce soit pas lié à votre métier. Là, encore une fois, je pense que c'est vraiment optionnel et vraiment pas obligatoire. Effectivement, les compléments alimentaires peuvent avoir des bienfaits sur la récupération, sur voilà, le fait d'éviter des carences, etc. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment pas indispensable, contrairement à ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, les 5 compléments indispensables pour prendre en masse, etc. Voilà. Donc, 8e question de Margot qui me dit aujourd'hui quels sont tes objectifs en termes de performance et physique. Donc, il faut savoir que depuis que j'ai commencé le street workout, je n'ai plus d'objectifs physiques, mais seulement des objectifs de performance. Même si, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai réussi en faisant du street workout finalement à atteindre mon meilleur physique. Donc, sans forcément m'attacher voilà, à mon physique ou au fait du coup de développer tout simplement ma masse musculaire. Mais ensuite, pour ce qui est voilà, en termes de performance, j'aimerais tout simplement m'améliorer un peu de partout, tant en endurance que sur les mouvements traction, dips, muscle up et pompe, qu'en force. Donc voilà, j'aimerais vraiment être encore plus forte, tout simplement, améliorer tous mes PR. Et j'aimerais également trouver du temps pour me mettre sérieusement à développer ma force sur le bench et le soulevé de terre. Voilà. 9e question, est-ce que tu vises un titre de championne de France en power, street ou musculation? Donc, du coup, pas en musculation vu que je ne fais plus de musculation, mais la réponse est oui. Pour celles et ceux qui le savent ou qui ne le savent peut-être pas, mais j'aimerais déjà obtenir le titre de championne de France en street lifting qui m'est passé sous le nez l'année dernière à cause d'une disqualification. Je vais t'épingler la vidéo quelque part sur l'écran, n'hésite pas à aller la voir. Donc voilà, déjà aller chercher ce titre qui me tient vraiment à cœur, et pour le reste, voilà, ça dépendra des compétitions qui vont s'offrir à moi, mais bien évidemment, je me donnerai à 200% dans chacune des compétitions auxquelles je vais participer pour obtenir les titres. Ensuite, 10e question, donc une question de RDE Coach. Il me dit ton type de personne favorite à coacher. Donc effectivement, à ce propos, on va dire, j'ai pas toujours eu la même vision des choses, j'ai pas la même vision qu'il y a plusieurs mois. Donc avant, c'est vrai que ça m'était égal un petit peu, je pouvais coacher des personnes allant de la perte de poids, la prise de muscle, etc. Et voilà, maintenant que j'ai, on va dire, l'audience nécessaire qui me permet, entre guillemets, de faire des sélections, j'avoue que je préfère quand même coacher pour des objectifs de prise de masse musculaire, des objectifs de performance. Donc par exemple, toutes les personnes qui se dirigent dans le street workout ou qui veulent progresser dans les mouvements de base comme le squat, le soulevé de terre, le bench, etc. Mais parce que oui, il y a toujours un mais, il y a toujours, on va dire que je fonctionne un petit peu tout le temps au coup de cœur. Donc ça m'arrive, voilà, de recevoir des demandes, voilà, de personnes qui m'écrivent, et je les sens tellement en fait motivées et désireux de progresser que quand je vois en fait ce qu'ils transmettent, je décide quand même de les prendre en coaching parce que ça me tient vraiment à cœur de les aider. 11e question de Sophie, c'est une question très intéressante. Penses-tu devenir prof à la fin de ton Master 2 ou vivre des réseaux sociaux? Donc, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines. Donc ouais, c'est vraiment assez récent pour moi, voilà, de m'être remise en question, notamment de ce côté-là. Comme je vous l'ai dit, je suis actuellement en Master 1, donc je passe le concours dans un an pour devenir professeur de PS, et c'est vrai que depuis quelques semaines, je me remets en question sur mon parcours professionnel. Donc après réflexion, à l'heure actuelle, effectivement, je souhaite toujours passer mon diplôme parce que voilà, j'ai pas fait toutes ces années d'études
pour rien, surtout que je suis dans une école payante et que je paye mes études depuis ma première année de licence. Et une fois en fait le diplôme obtenu, il faut savoir que je suis dans l'obligation de faire en fait l'année post-concours, donc d'être professeur de PS dans un établissement l'année après mon concours. Mais j'avoue honnêtement qu'après cette année-là, je pense très 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 certainement à me consacrer à 100% sur mon travail sur les réseaux sociaux, à développer mon audience et pourquoi pas vivre tout ce qui est justement de YouTube, des partenariats, des coachings à distance, etc. Parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui me faisait vibrer, créer du contenu, aider les personnes à progresser, motiver les gens, etc. Et que voilà, ça a pris le dessus sur mon envie de devenir professeur de PS. 12e question, quelle est ton histoire derrière le sport? Donc il faut savoir que moi j'ai toujours fait du sport, donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans avec de la natation, j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans, donc autant vous dire que j'ai pratiqué ce sport littéralement toute ma vie. Donc durant mes années de lycée, il faut savoir que je pratiquais vraiment 18 heures de natation par semaine, donc j'étais clairement 3 heures dans les bassins tous les soirs, sans compter les temps de trajet, etc. Donc rapidement, scolairement parlant, ça commençait à devenir assez compliqué pour moi, notamment avec l'approche du bac. Donc pendant toute ma scolarité, j'ai eu l'habitude en fait de un petit peu me reposer sur mes acquis sans réellement apprendre mes cours. Je m'en sortais toujours bien, mais à un moment, j'ai commencé à avoir mes résultats scolaires en baisse et c'est là que j'ai décidé tout simplement de réduire la natation et de débuter la salle pour pouvoir gérer en fait moi-même mon emploi du temps à ma guise et sans aussi avoir la pression des entraîneurs sur mes absences aux entraînements, etc. Au final, j'ai très vite accroché à la salle et j'ai vite abandonné en fait la natation pour me consacrer à 100% à la musculation. Donc l'année après le bac, j'ai littéralement passé tout mon été à la salle et du coup j'ai fait de la musculation pendant 2 ans et demi avec des hauts et des bas, non pas parce que je ne progressais pas, mais parce que monsieur le Covid a débarqué et est venu un petit peu entraver ma progression en musculation avec des longues périodes de fermeture de salle, etc. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, donc après une énième fermeture des salles, que j'ai décidé de laisser de côté la musculation pour commencer le street workout, donc qui est maintenant une discipline que je pratique depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que c'était assez pratique à cette époque-là, puisque finalement c'est une discipline que je pouvais pratiquer partout, à l'extérieur, etc. Donc je construisais vraiment mes séances autour des tractions, dips et muscle up, mais aussi j'ai pas arrêté de faire les jambes. En tout cas quand les salles ont réouverte, j'ai directement repris les jambes et aujourd'hui c'est sans regret puisque en fait dans le street lifting il y a également une épreuve de squat avec un 1 RM, donc avec une répétition avec la charge maximale. Donc actuellement je continue à travailler sur le squat, sur les jambes exclusivement en force et avec un gros plus du coup forcément sur le squat pendant mes séances. Ensuite, question numéro 12 de Laura. Quel sacrifice tu as fait par rapport au sport? Donc, sachant que j'ai toujours été très sportive et que, comme je vous l'ai dit dans la question d'avant, durant toutes mes études, en fait, c'était vraiment je rentre des cours, je file au sport. Et voilà, c'est tout le temps ça, en fait. Et premièrement, du coup, forcément, j'ai un petit peu fait des sacrifices par rapport à mes études, puisque je sais que j'aurais pu avoir de meilleurs résultats à l'école. Mais est-ce qu'au final, on peut parler vraiment de sacrifice, puisque, comme je te l'ai dit, j'en suis toujours bien sortie, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet, et même dernièrement, j'ai eu ma licence. Donc ensuite, en termes de sacrifice, je pense que je peux clairement parler de ma vie sociale. Donc comme vous vous en doutez, ma vie se résume à manger, m'entraîner, dormir et bosser mes cours. Du coup, du temps libre pour aller boire un verre, aller au resto, aller en boîte, j'en ai quasiment pas. Enfin, dire que j'en ai pas, ce serait mentir, puisque finalement on a toujours le temps. On va dire que je prends juste pas le temps parce que ça fait tout simplement pas partie de mes priorités. Moi, quand j'ai du temps libre, j'aime bien, je sais pas, me développer, créer du contenu sur les réseaux, me former. Et aussi dépenser mes sous dans des choses qui me tiennent réellement à cœur, comme justement, je sais pas, investir dans un nouvel appareil photo, acheter des livres, faire des formations, mettre mes sous dans des voyages, et du coup, voilà.
Donc oui, ce mode de vie m'a fait perdre des amis et m'en fera perdre probablement encore. Mais honnêtement, et ça peut être triste à dire, mais je n'ai aucun regret parce qu'avec du recul, je me dis que si j'avais pas si j'avais gardé certaines amitiés, je pense très honnêtement que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, moralité, ne gardez dans vos vies que celles et ceux qui vous comprennent et qui seront toujours là pour vous pousser et vous aider à atteindre vos projets. Ensuite, question numéro 13 de Gabin, est-ce que tu as toujours eu une passion pour le street workout? Donc là, la réponse est oui et non. Non, parce que déjà, j'ai connu la discipline seulement en décembre 2020, donc seulement quand j'ai débuté. Et oui, parce que quelque part, en fait, j'ai toujours été attirée par le poids du corps. Donc souvent en fait dans mes séances de musculation, j'incluais par exemple des mouvements de poids du corps. Donc voilà, si par exemple je faisais une séance biceps, j'allais mettre par moment des tractions en supination dans mes séances, des pompes pendant mes séances pec, etc. Donc je pense que quelque part en fait j'ai été destinée finalement à finir par faire du poids du corps parce que c'est vraiment en fait ce qui me faisait kiffer dans mes séances. Ensuite, vu que le street workout c'est un sport de performance avec des compétitions, j'ai pu retrouver dans cette discipline du coup une chose que j'avais perdue un petit peu quand j'ai arrêté la natation pour commencer la musculation. Enfin bref, du coup, je pense que j'ai vraiment été un petit peu toujours attirée par la performance, par le poids du corps. Donc voilà, j'ai pas toujours été, on va dire, passionnée par ça, mais en tout cas, quelque part, je pense que j'étais destinée à finir par faire ce sport, quoi. Dernière question qui me tenait vraiment à cœur d'y répondre, c'est comment trouver des compétitions de street workout. Donc pourquoi ça me tenait à cœur d'y répondre? Tout simplement parce qu'en fait c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé le street. Je me disais mais moi je veux faire des compétitions, etc. Mais je sais pas, sur internet je trouvais rien, sur les réseaux je trouvais pas grand chose non plus et je me disais vraiment mais comment faire pour trouver des compétitions de street workout. Donc je vais bien évidemment vous dire on va dire un petit peu les moyens pour trouver ces compétitions. Donc pour cela il y a deux solutions. Donc la première c'est tout simplement de suivre les comptes Instagram qui annoncent les compétitions. Donc ce que je vais faire c'est que je vais à l'écran t'en afficher et tu vas tout simplement pouvoir prendre une capture d'écran de ces comptes qui annoncent du coup des compétitions lorsqu'il y en a. Et n'hésite pas d'ailleurs aussi à me suivre sur Instagram parce que moi c'est vraiment quelque chose que je partage aussi. Voilà, quand j'ai des compétitions je le partage, quand je prépare des compétitions, quand il y a des nouvelles compétitions qui arrivent je le partage également. Je réponds également aux DM de personnes qui me demandent est-ce qu'il y a des compétitions à venir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et ensuite la deuxième chose aussi c'est d'être du coup dans une équipe de street workout parce que ils vont pouvoir vous communiquer autour des compétitions à venir et vous y accompagner, etc. Donc ça c'est vraiment le plus d'être aussi dans une équipe de street workout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses, j'espère que tu as pu en savoir plus sur moi aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, TikTok, là où je suis très active. N'hésite pas si tu as des questions, si tu veux que j'aborde certains thèmes en vidéo, à me les mettre en commentaire. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!